Merci beaucoup. Tout d'abord, je tiens vraiment à m'excuser de ne pas être en présentiel avec vous, mais c'est un effet collatéral du Covid puisque mon passeport s'est périmé depuis 2 ans et comme je m'en suis plus servi comme tout le monde puisqu'on ne pouvait pas sortir, je m'en suis rendu compte trop tard et donc vraiment toutes mes excuses. J'aurais vraiment, vous le savez, aimé être avec vous et puis retrouver tous les pédiatres et un certain nombre d'amis très chers qui sont aujourd'hui parmi vous. Alors, vous m'avez posé donc une question céphalée migraine de l'enfant. Moi, j'ai écouté les deux précédents orateurs et je trouve que je suis très confiante dans la pédiatrie parce que j'entends encore et encore le bon sens clinique. Donc ça, je crois que tant qu'il y aura des pédiatres qui s'occuperont des enfants avec un sens clinique, sans passer par différentes techniques d'EBM ou autres, je pense que les enfants continueront à être très bien soignés. Alors, la céphalée migraine, excusez-moi. Voilà. Donc, les céphalées de l'enfant, c'est en fait une plainte extrêmement fréquente, définie très souvent par l'enfant comme une douleur susorbitaire. On va revoir cette définition. Et on estime que chez les enfants scolarisés, c'est à peu près 50%. Donc, c'est énorme. Et d'emblée, je vais vous rassurer, la plupart ne sont absolument pas graves. Et il faudra bien sûr les prendre en compte. On a parlé tout à l'heure des douleurs abdominales et je pense qu'on est un petit peu dans le même registre. Mais pour autant, il faut savoir rassurer, il faut savoir éduquer, il faut savoir chercher quelque chose de plus, entre guillemets, sérieux ou plus grave, mais surtout rassurer l'enfant et sa famille. Alors, chez l'enfant de moins de 12 ans, c'est aussi bien les garçons que les filles. Et puis, évidemment, dès la puberté, c'est une prépondérance féminine qu'on va retrouver aussi à l'âge adulte, et je ne m'étendrai pas là-dessus. Dans 10 à 20% des cas, donc là, c'est des céphalées sévères, on va le revoir, et source d'anxiété. C'est un symptôme quand même, la céphalée, peut-être plus, je ne sais pas, il faudrait faire des enquêtes qualitatives en population générale. Peut-être que les céphalées sont plus anxiogènes que les douleurs abdominales, mais en fait, elles sont souvent associées, donc je crois que les tableaux sont à peu près les mêmes. Et puis, ces céphalées peuvent être source d'absentéisme scolaire et donc retentir sur la vie de l'enfant. Le diagnostic, il est avant tout sur l'interrogatoire. Donc, j'allais dire, voir un enfant qui présente des céphalées, c'est pas marquer des examens en 2 minutes, c'est prendre du temps, l'écouter, écouter sa famille, et là, on aura le diagnostic. Donc, c'est avant tout l'histoire de la céphalée, la vitesse d'installation. C'est clair qu'une céphalée brutale, très intense, avec une douleur, un enfant qui ne tient plus debout tellement il a mal, c'est une hémorragie ménagée, c'est exceptionnel, ça existe, mais très sincèrement, on ne peut pas les rater tellement la douleur est intense et rapide. Donc immédiatement, on adressera l'enfant dans un service hospitalier où il aura les examens neuroradiologiques qui s'imposent et les traitements qui s'imposent. Par contre, quand c'est en quelques minutes, mais parfois sévère, là, il faudra savoir évoquer une migraine. Et puis, surtout, ce qui est important, c'est sa récurrence. Et le piège, comme toujours, c'est ce petit nourrisson, là, ceux qu'on adore, qui ont entre 0 et 2 ans, qui peuvent avoir un tas de dossiers. On a déjà parlé des douleurs abdominales, mais d'autres choses, et qui vont s'exprimer par le moyen de s'exprimer, c'est leur moyen de s'exprimer, des modifications du comportement, l'enfant qui devient un peu pâle, qui devient géniard, qui ne veut plus qu'on le touche, qui va fuir un peu la lumière. Il faudra penser bien sûr à une céphalée. L'interrogatoire, pour autant que l'enfant soit en âge d'expliquer ce qui se passe, il faudra aussi voir avec lui quels sont les signes qui vont caractériser, donc rechercher ces crises de migraine. Et on voit que c'est une symptomatologie, il n'y a absolument rien qui est pathognomonique. C'est un enfant, on lui demande s'il est pâle, s'il a remarqué, ses copains lui disent qu'il est pâle, s'il a la tête qui tourne, s'il ne supporte pas la lumière. Alors dans nos pays, que ça soit de l'autre côté de la Méditerranée, face à vous ou chez vous, c'est très facile. Hein. C'est des enfants qui ne veulent plus sortir. On a la chance d'avoir 350 jours de soleil par an, mais pour ces enfants, ça peut être absolument insupportable.
Les bruits, et ça aussi, donc les bruits, ne pas oublier que ces bruits, ça peut être bien sûr à domicile, mais ça peut être dans le milieu scolaire. Et puis on oublie souvent le milieu extrascolaire et des enfants qui ne supportent pas, par exemple, d'aller dans une piscine où il y a toujours énormément de bruit, entre le bruit de l'eau, le bruit des plongeons, le bruit des gens qui nagent. Et pour ces enfants, ce milieu un peu fermé et très bruyant est insupportable. Les douleurs abdominales, on a déjà parlé tout à l'heure des douleurs abdominales, des migraines abdominales, et puis les nausées aussi. Voilà, donc bien voir avec l'enfant quel type de signe il présente. Et on va bien sûr définir donc l'intensité de céphalée, la fréquence continue paroxystique, la nature, la localisation. Chez l'enfant, elle est très souvent bilatérale, donc on ne va pas éliminer une céphalée de type migraine parce qu'elle n'est pas unilatérale. La durée, et ça c'est bien sûr extrêmement important, on peut même faire un cahier des céphalées, on le reverra. Et puis aussi chercher les facteurs aggravants ou au contraire calmants. Et l'un des meilleurs signes, c'est l'enfant qui va se coucher, qui fait la sieste ou qui dort, qui a son sommeil nocturne, qui se couche en ayant très mal à la tête et qui se réveille, qui va parfaitement bien. C'est un excellent signe de migraine. Les facteurs favorisants, la fièvre, et là c'est trompeur parce que on va se retrouver devant une céphalée fébrile. Donc le dogme d'une céphalée fébrile chez un enfant, c'est quand même la ponction lombaire, mais la ponction lombaire peut aggraver une migraine chez l'enfant. Donc là aussi, il faudra bien chercher les signes, voir si il y a d'authentiques signes ménagers ou si c'est une fièvre qui a déclenché une crise de migraine. Bon, nausées, vomissements, on en a déjà parlé. Les règles chez l'adolescente, la menstruation, alors ça peut être dans la période, ce qu'on va appeler prémenstruelle, mais également post-menstruelle, et des adolescentes qui peuvent être extrêmement gênées. Le stress, la fatigue scolaire, alors ça, on connaît tous des ados qui, au moment où ils vont passer leurs examens, que ce soit en troisième, en terminale, ont des crises de migraine absolument épouvantables qui vont entraîner un échec à leur examen. Donc, il faudra le prévenir et voir comment les prendre en charge. Et puis également, bien sûr, un élément capital, les antécédents familiaux de céphalée et en particulier les migraines. L'examen clinique, c'est l'examen pédiatrique, donc il ne faut pas y revenir. La prise de tension artérielle fait partie de l'examen pédiatrique. Malheureusement, on se rend compte que, en fait, elle est rarement prise et parfois on voit des enfants arriver pour céphalée chronique qui sont des hypertendus chroniques et personne ne leur avait pris la tension artérielle. Bon, la sphère ORL, ophtalmo, le périmètre crânien, l'examen neurologique. Alors, la question principale, est-ce qu'il faut faire des examens complémentaires? Alors, on va revoir qu'il y a des céphalées primaires et secondaires. Moi, je dirais, à partir du moment où on pense que c'est une céphalée secondaire, il faudra, dans tous les cas, faire une imagerie cérébrale. Et on le reverra avec des exemples au fur et à mesure. Le fond d'œil et le champ visuel, il est indiqué devant des céphalées aiguës, mais également récidivantes ou chroniques. Donc, examen aussi ophtalmologique complet, rechercher des troubles de la réfraction qui peuvent être à cause de céphalées. Donc là, c'est clair que l'examen, qui est un examen clinique, un examen ophtalmo, doit être, devant une céphalée chronique, doit être indispensable. L'APL réservée à des circonstances très particulières, de méningite d'encéphalite, et je reprendrai bien sûr pas les signes ici, et puis on verra d'HIC idiopathique, on en parlera un peu plus loin. Et par contre, un examen, alors là, qui est largement prescrit, mais franchement, qui n'a aucun intérêt, sauf dans une circonstance très précise dont on va reparler, c'est l'électroencéphalogramme, donc là, vous pouvez d'emblée le bannir. Alors là, il y a beaucoup de classifications. La dernière, donc, qui est citée en 2018, qui est celle-ci. Donc, on voit qu'il y a 3 grands cadres. C'est les céphalées primaires, dont on va parler aujourd'hui avec les migraines et les céphalées de tension. Les céphalées secondaires, où on va juste les citer parce que le contexte est tout à fait différent. Après un trauma crânien, trouble vasculaire, une infection, trouble de la coag ou des lésions, œil, oreille, nez, sinus, enfin bref. Et des céphalées dans le cadre de troubles psychiatriques qui sont parfois un petit peu plus complexes. Et enfin, des neuropathies douloureuses. Alors, pour commencer par la migraine, c'est vraiment, pour l'instant, c'est une origine qu'on va appeler polyfactorielle.
il n'existe pas un gène de migraine, on ne l'a pas identifié, vous pouvez faire tous les exomes et les génomes que vous voulez. Pour l'instant, il n'y a pas, et je pense que ça va être très compliqué à mettre en évidence, mais pour autant, il y a vraiment une prédisposition génétique, et donc l'un des signes vraiment qui doit nous orienter, c'est l'existence de migraines familiales. Ça, c'est clair. Et très souvent, d'ailleurs, les parents d'eux-mêmes, lorsqu'ils sont migraineux, ont fait le diagnostic chez leur enfant. Et puis, il y a aussi des facteurs environnementaux qui sont aussi évidents. La théorie au niveau physiopathologique, donc retenue actuellement, c'est la théorie qu'on va appeler neuronale primitive, avec des enfants donc qui ont une hypersensibilité du système trigémino-vasculaire qui est représenté ici, avec une atteinte, donc une stimulation particulière du noyau du raphet, et on va avoir à partir de là une stimulation du cortex, et la douleur va être à ce niveau-là, puisqu'il y aura une stimulation des ménages au contact du cortex, et la douleur va apparaître. Il y a également des vagues de dépolarisation par des voies noradrénergiques et sérotoninergiques, et en particulier au niveau occipital, ce qui explique la présence d'aura, et en particulier d'aura visuelle. Donc là, il y a vraiment eu des expériences en IRM fonctionnel où on voit très très bien la corrélation des signes observés lors de l'aura et le métabolisme de certaines zones cérébrales. Et puis la persistance, donc l'aura qui arrive, et la persistance d'une inflammation périvasculaire, et donc la céphalée avec, on l'a dit, l'inflammation au niveau cortical, et la céphalée qui arrive. Et enfin, donc, les auras, donc ce que je vous disais, qui vont traduire, on va le voir, les différentes structures impliquées, donc corticales, hein, avec parfois des auras qu'on va appeler motrices, visuelles, sensitives, des zones aussi vasculaires et le tronc cérébral. Et là, on va voir apparaître ce qu'on appelle chez le nourrisson, classiquement, la migraine basilaire. Alors, les critères, on va passer très vite, mais quand même, on n'est pas dans l'évidence-based medicine, mais quand même, il faut avoir des critères qui sont stricts, c'est-à-dire au moins 5 crises. On ne peut pas parler de migraine, sauf cas très particulier, au bout d'une première crise. Donc, des crises de 1 à 72 heures, avec soit une localisation unilatérale, on a vu qu'elle pouvait être bilatérale, pulsative, modérée à sévère, et aggravée par l'activité. Ça, l'enfant, on le voit tout de suite et il faut le laisser tranquille. Un enfant qui a mal à la tête, il faut qu'il puisse se reposer. Et ça, évidemment, au niveau, par exemple, scolaire, ça peut poser des problèmes. Donc, on fera des certificats dans ce sens. Et puis, rechercher donc les nausées, vomissements, les photophobies, et pas d'autres signes qui peuvent évoquer, bien sûr, des céphalées secondaires, prise de tension artérielle, examen neurologique complet, qui est bien sûr là normal, et donc on pourra porter ce diagnostic de migraine. A contrario, il y a des migraines avec aura qui peut-être vont encore plus nous faire porter le diagnostic de migraine, donc avec des symptômes visuels sensitifs ou sur le langage. C'est des enfants qui vont avoir au moins 2 crises avec des signes visuels. Les enfants, ils ne parlent pas de scotomes, hein, c'est des taches lumineuses, vraiment. Ou parfois, ils disent qu'ils voient tout petit ou ils voient très grand, hein, micro-macropsie. Sensitif, ils parlent de fourmis, de sensations bizarres. Le langage, c'est plutôt l'entourage qui trouve qu'ils parlent très très mal. Et puis, il peut y avoir un déficit moteur ou des signes à type de vertige, de nausée. Donc, il faut qu'il y ait un symptôme d'aura qui apparaît sur plus de 5 minutes ou 2 symptômes ou plus successifs. Les auras durent entre 5 et 60 minutes et au moins une est unilatérale et elle est suivie par la céphalée, elle est exceptionnellement totalement isolée et là encore, on a éliminé bien sûr une cause secondaire de céphalée et en particulier on a éliminé un accident vasculaire cérébral, c'est-à-dire qu'on doit avoir un examen neurologique normal, et dans le cadre des mono- ou hémiparésies, c'est là où on peut se poser des questions, comme on va le revoir. Donc, ce qu'on appelle les auras atypiques, c'est des auras en lien avec un dysfonctionnement du tronc cérébral, ce qu'on appelait la migraine basilaire, très souvent plutôt chez le nourrisson, avec des petits bébés qui
qui sont pâles, hein, un petit bébé de 18 mois qui a une dysarthrie, un vertige, parfois une diplopie, une ataxie, des nausées, une somnolence, pas de déficit moteur. Donc, devant un tel tableau, lorsque c'est le premier épisode, bien évidemment qu'on fera un examen neuroradiologique pour éliminer une autre cause, en particulier une tumeur de la fosse postérieure. Mais ces épisodes vont se répéter et il est inutile de refaire des explorations au fur et à mesure des répétitions de ces épisodes, d'autant plus que l'enfant est strictement normal entre les crises. Il en est le même des migraines hémiplégiques avec un déficit moteur qui va être totalement réversible. Il n'y a pas de séquelles d'une migraine hémiplégique, donc contrairement à un accident vasculaire cérébral. Et puis maintenant, on le sait, alors là, dans le cadre de migraine hémiplégique, on a mis en évidence dans un grand tableau, un grand groupe qui s'appelle canalopathie, donc avec des mutations particulières qui peuvent se traduire par des migraines hémiplégiques familiales. Mais là aussi, le diagnostic est souvent plus facile à faire parce que l'un des deux parents présente la même chose, mais c'est pas toujours évident, hein. Donc voilà, il faut savoir y penser. Là, dans ce cadre-là, effectivement, le jet peut être réalisé, il est assez lent. Et puis, il faut aussi rechercher, et ces enfants, ont très souvent une exploration neuroradiologique dans la mesure où c'est le premier épisode, et d'autant plus qu'ils peuvent avoir un traumatisme crânien minime qui va précéder cette hémiplégie. La dernière enfant qu'on a vue dans le service s'est présentée après une chute de vélo tout à fait, entre guillemets, bénigne, mais par contre, elle a eu un trouble de la conscience, une hémiplégie, et donc, bien sûr, elle a été transférée chez nous. Elle a eu une exploration neuroradiologique qui retrouve un dyscréodème cérébral unilatéral, et nous avons fait le diagnostic donc d'une mutation CACNA1A, et elle a un traitement spécifique, elle n'a plus rien fait depuis. Les migraines ophtalmoplégiques, là aussi, elles sont très piégeantes, hein, avec une atteinte de la vision. Donc l'enfant dit qu'il ne voit pas, ou il voit des taches lumineuses, ou il voit double. Et parfois il y a une mydriase, et il faut savoir que ces migraines ophtalmoplégiques, l'atteinte de la vision peut être prolongée, et donc il faut être patient, c'est 4 à 6 semaines. Et bien sûr, il faut éliminer tout ce qui est névrite optique. Donc là aussi, vous voyez qu'il va y avoir un examen ophtalmologique et une IRM du nerf optique pour éliminer ce diagnostic différentiel. Alors, les équivalents migraineux aussi qui sont un petit peu propres à l'enfant, on en a parlé tout à l'heure, les migraines abdominales, donc ça c'est clair, ça existe, qui ne sont pas des crises d'épilepsie abdominale, on pourra en reparler, donc entre 5 à 10 ans, des accès assez prolongés, des douleurs abdominales récurrentes, des antécédents familiaux de migraines fréquents. L'entité, et donc ça c'est plutôt chez le grand enfant, comme les vomissements cycliques, donc là c'est une entité qui reste discutée, parfois controversée, avec des épisodes récurrents de nausées et vomissements, au moins 5 crises de durée identique, et puis des crises parfois qui durent d'une heure à quelques jours, et certains enfants ont de telles crises, ils ne peuvent plus rien absorber, qu'ils sont déshydratés, doivent être hospitalisés. Deux tableaux propres aux petits nourrissons qui sont très piégeants, c'est le vertige paroxystique, donc un enfant qui va parfaitement bien, et puis d'un seul coup, il a un trouble de l'équilibre, il a nystagmus, des vomissements, un examen neurologique qui va être strictement normal entre les crises, mais en tout cas, à la première crise, il aura une exploration neuroradiologique. Il en est de même dans le torticolis paroxystique bénin, où ce sont des enfants qui ont un premier épisode dès la première année de vie, donc là, qui sont explorés, et en fait, ce torticolis va être partiellement réductible pendant l'accès et disparaître totalement. Donc attention de pas, lorsqu'il y a un torticolis chez le nourrisson, avant de porter ce diagnostic de torticolis bénin, il faut s'assurer de la normalité totale de l'examen clinique de l'enfant entre 2 accès. Après les migraines, les céphalées de tension, parce que c'est quand même, alors, moins fréquente ou plus fréquente, très sincèrement, l'épidémiologie des céphalées de l'enfant, c'est très dépendant, j'allais dire, des auteurs, et c'est très compliqué d'avoir des chiffres exacts, probablement parce que les migraines sont beaucoup mieux
caractérisées et peut-être recensées que des céphalées de tension. En tout cas, la définition, donc, c'est des céphalées entre 30 minutes et 7 jours, avec souvent bilatérales, à type de pression, non aggravées par les activités physiques. On a vu que les migraineux étaient obligés de se reposer. Ce n'est pas le cas. Quand vous voyez un enfant arriver qui vous dit j'ai mal à la tête, mais il sort de la danse et il repart faire du vélo, on sera plus dans une céphalée de tension que dans une migraine. Et puis, il n'y a pas de nausées, vomissements, ni photophobie, ni phonophobie, et on a exclu d'autres causes de céphalée. Alors, les céphalées secondaires, bon, très rapidement, c'est les céphalées fébriles, donc bien sûr très très banales dans un épisode viral, et puis les suspicions de méningite encéphalite, on fera une PL, l'abcès cérébral avec des signes de focalisation, la sinusite, attention à la thrombophlébite cérébrale secondaire, et puis les hémorragies méningées où c'est une douleur absolument épouvantable en coup de poignard, et pour lesquels il faudra immédiatement faire des examens neuroradiologiques. Ne pas oublier l'hypertension artérielle qui peut révéler un phéochromocytome. Celle dont on redoute, mais qui n'est pas la plus fréquente et heureusement qui est en fait très rare, c'est la tumeur cérébrale. Malheureusement, les tumeurs de la fosse postérieure, on se rend compte que les céphalées ont été souvent négligées, qu'elles sont d'installation progressive, qu'il y a aussi des troubles souvent psychologiques associés, des troubles à type d'anxiété. Et lorsqu'on va faire la première imagerie, il n'est pas rare, comme la fosse postérieure est encore très large chez l'enfant, de tomber sur des tumeurs qui sont déjà très importantes. Voilà, et juste pour terminer, dans le cadre des céphalées, donc l'hypertension intracrânienne idiopathique, ce qu'on appelait l'HIC bénigne, avec des céphalées qui sont quotidiennes, souvent matinales, qui sont aggravées par la toux, la défécation, à type de pression pulsative, c'est des céphalées d'hypertension intracrânienne. Il peut y avoir des atteintes oculaires, donc ophtalmo, avec une baisse de l'acuité visuelle, des photophobies, une diplopie. Chez l'ado, on le retrouve plus à l'adolescence et plus chez les filles, et en particulier en surpoids. Le fond d'œil donc met en évidence un œdème papillaire bilatéral, l'IRM est normal. Donc il faut savoir mesurer la pression du LCR qui retrouvera cette hypertension intracrânienne. Il y a des multiples causes, mais en particulier donc la puberté. Le traitement, ça sera du Diamox, c'est associé à une perte de poids, et puis dans les rares cas où il y a un traitement médicamenteux, une résistance au traitement, la prise en charge sera chirurgicale. Voilà, je passe sur ce schéma. Tout à l'heure, on a dit que c'était parfois un petit peu compliqué de se retrouver dans tous ces schémas. Enfin, toujours est-il que bien se dire que le problème des céphalées récidivantes, c'est savoir retrouver une migraine et traiter correctement une migraine. Donc, les objectifs, c'est rassurer, expliquer, éduquer le patient et sa famille. C'est avant tout les traitements non médicamenteux, donc l'hygiène de vie. Alors là, il faudra bien faire un calendrier, un carnet des céphalées, voir ce qui les provoque, l'activité physique, la qualité du sommeil, installer l'enfant au calme. Parfois, il faut faire un plan d'accueil individualisé à l'école. Et puis, il peut y avoir des prises en charge donc en thérapie cognitivo-comportementale ou d'autres techniques, comme le biofeedback ou l'hypnose qui a bien marché. Bon, il faut rechercher les facteurs déclenchants et essayer bien sûr, de les éviter. Et puis apprendre aussi à l'enfant à se relaxer. Donc, on n'est pas vraiment dans l'hypnose, mais bien le rassurer et lui dire que ça va passer et s'il arrive à dormir, c'est le mieux. Si ces techniques, alors en cas d'atteinte importante et pendant une crise, c'est bien sûr les antalgiques, avec donc plutôt les anti-inflammatoires, donc en particulier l'ibuprofène, mais certains réagissent très bien au paracétamol. Il vous reste une petite minute. Oui, mais j'ai fini. Voilà, j'ai fini. Donc, le choix de la molécule sera fait en fonction de l'enfant, et quand il y a un état de mal migraineux, on l'hospitalisera. Les traitements de fond, c'est vraiment quand il existe des accès récidivants, une migraine invalidante. Et là, il y a différents médicaments qui sont à notre disposition. Mais attention, ils sont tous source de sédation, donc bien limiter les effets secondaires. Voilà, donc, la migraine chez l'enfant, il faut savoir la reconnaître.
La prise en charge est beaucoup mieux codifiée et il faut bien dire et aussi savoir rassurer, 60% des enfants migraineux seront guéris à l'âge adulte. Voilà ce que je voulais vous dire sur céphalée migraine. Merci, merci madame.